ndeysaan salaamaaleykum wa rahmatullah waa Kandé Gare nuyu naa leen bu baax ziare leen ginnaaw bi leen ziare leen ñu présenté leen émission bu mag bi nga xamante ni muy am ci Gare gi tous les dimanches à partir de 18h kan moo koy animé ne kooku mooy Mansour Fall moom mooy animé émission bu mag bii di ban émission seen émission jàkkaarloo day amee ban groupe ci Kandé Gare bu Kaolack kon nag tous les dimanches day am 18h kon nag monsieur Degane na ma commencé Mansour Fall sa émission ngi noonu ak tey gan yi. Ibrahima Diallo Yeye, tu es bien en ligne. Donc, comme je disais tout de suite, tu es notre invité aujourd'hui. Donc, Ibrahima Diallo dit Yeye. Yeye, on va bien expliquer pourquoi Yeye. Donc, un des fiertés des fils de garde que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. On te dit Bismillah Yeye. Alors, bonjour à tout le monde. Mbokki Kandé Gare yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant man maay Ibrahima Diallo am na ñu ma tuddee Samba Diallo j'ai plusieurs noms ñu ma gën a xam nag ceux qui me sont aussi très proches ñu ngi may woowee Yeye. Alors donc j'espère que vous m'entendez et je suis très heureux aujourd'hui de répondre à l'invitation maa ngi gërëm aussi Mariam Fall. C'est elle qui m'a contacté en premier et aussi je remercie beaucoup Mas Fall qui est un vrai pro moom may encadré pour me mën a waxtaan ak yéen vraiment je suis très touché par cette marque d'attention et j'aimerais continuer un peu à bavarder avec vous mais j'aimerais d'abord avant tout qu'on puisse régler la question technique. Merci. Merci Ibrahima, nous t'entendons 5 sur 5. Vraiment, c'est clair. On est vraiment très heureux de te recevoir parmi nous, comme je l'ai dit tantôt. Donc, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, nous vous demandons Ibrahima Diallo. C'est qui Ibrahima Diallo? Ibrahima Diallo est un Sénégalais, fils de garde républicain. Et je m'appelle Ibrahima, comme je l'ai dit, mais aussi on m'appelle Samba. Il y a aussi un nom qui est très populaire, c'est le nom de Yeye. Chaque personne qui m'appelle du Sénégal, qui me dit Yeye, je sais exactement où placer cette personne-là. Je suis né à Kolda, mais mes parents sont de Mbumba. Comme vous le savez, tous les gardes républicains savent voyager. Et donc, mon père a passé quelques années à Thiès, où sont nés mon frère Baïdi. Et aussi Raki en quelque sorte avant d'aller à Kolda. Il a passé 10 ans à Kolda. Moi je suis né à Kolda. J'ai ma sœur aussi Kumba qui est aussi née à Kolda parce que mon papa était là-bas et puis ils sont partis en congé à Mbumba. Et aussi j'ai un autre frère qui s'appelle Abdou Salam qui est décédé malheureusement qui est aussi né à Kolda. Et Djenaba aussi est né à Kolda. Avant qu'on n'aille à Thiès et donc je pourrais vous parler de mon périple par la suite. Donc c'est grosso modo ça, on a fait Thiès, on a fait Kidira, on a fait Kaolack. Donc on a fait Tropical avant, évidemment c'était disons la Mecque de Kandé Gare. Mais Kaolack était spécial. def nañ camp bu bees def nañ camp bu màgget. waaw jërëjëf Ibrahima Diallo dugg nga sax suñu dernier chapitre bi ñu war a waxtaanee mooy la vie des camps c'est tout heureux. Mais li ñu njëkk a laaj mooy votre cursus scolaire vous pouvez nous en parler s'il vous plaît. Merci Mas. Mon cursus scolaire c'est un cursus typique des fils de garde, c'est-à-dire c'est un cursus qui est parsemé d'enracinement et de déracinement. Man maa ngi dugg école à l'âge de 6 ans à Kolda parce que foofu la juddoo. Pourquoi ñu dugal ma école très tôt? Parce que moi je commençais déjà à lire. Sama papa bu ma nekkee Kolda il gardait la prison centrale de Kolda. Il y avait un prisonnier qui s'appelait Étienne moo ma jàngal. Ce qui fait que je pouvais lire ma daal di dem CP1 j'étais premier de la classe là-bas. ñu jóge fa nag daal di dem ñu affecté ñu ma def fa CP2 au milieu du CP2
on nous a envoyés à Thiès, au milieu de l'année. J'arrive, je finis là-bas 3e. Après ça, j'ai fait donc mon CP2 à Thiès, au camp tropical. CP2, CE1. Et pendant l'hivernage de mon CE1, on a affecté mon papa à Kidira. Kidira, comme les gens disent, c'est le bout du monde. C'est à 643 km de Dakar, à la frontière avec le Mali. Et à l'époque, évidemment, c'était pendant la brouille qu'il y avait entre le Sénégal et le Mali. Nous, on était du côté sénégalais, mais on allait aussi du côté malien. On allait chercher des jujubes, on allait à la pêche, on faisait toutes sortes de choses. Mais disons que ça a été aussi une période marquante de ma vie et de la vie de toutes les personnes, les gardes républicains qui avaient été affectés là-bas. Il y en avait 4. Et donc j'ai fait mon CE2 à Kidira. J'ai fait aussi mon CM1 et mon CM2. Et au milieu du CM2, on nous a envoyé à Kaolack au mois de décembre. Donc j'ai fait donc mon entrée en 6e à Kaolack. Et pour la première fois, disons, dans notre vie, on est resté définitivement à Kaolack. Et par conséquent, j'ai fait le lycée Gaston Berger, parce que le lycée Gaston Berger, le lycée Gaston Berger, c'était à l'époque un fleuron des lycées, parce que tous les gens de la sous-région venaient à Kaolack. Il n'y avait pas de lycée à Diourbel, il n'y avait pas de lycée à Tambacounda, et les gens venaient donc à Kaolack. C'était un immense lycée, et je dois dire que 99% de mes professeurs étaient des Français, et des Américains, et des Anglais, voilà. Donc j'ai commencé la série classique. De mon latin, j'ai fait du latin, histoire, géographie, puis toutes les matières littéraires. J'étais censé être un littéraire, mais j'aimais la nature. Pourquoi j'aimais la nature? Parce que j'avais aussi vécu en brousse, que ce soit en Kolda ou bien que ce soit aussi à Kidira et Senou Debout. C'est là où vraiment je me suis connecté avec la brousse. Et quand j'allais aussi au village de mon père, j'étais en plein dans un village, quoi. Donc je pouvais vraiment être sensibilisé à toute la question qui concernait les animaux. Alors, j'ai fait de la 6e à la 3e, même jusqu'en seconde, j'ai fait la série classique. Pour moi, seconde, la virée première D. Je pense que vous appelez ça S. J'ai quitté les matières littéraires pour aller en sciences. J'ai fait la première D, j'ai fait la terminale D, et j'ai eu mon bac en 72, un bac avec mention, et je suis parti faire sciences et médecine vétérinaire. Alors, je dois vous dire donc très rapidement, c'est comme ça que mon cursus universitaire, ça a été un parcours, comme vous avez pu le voir, mais mon circuit, disons professionnel, pas professionnel, mais disons éducatif, c'est que j'ai étudié dans différentes régions du Sénégal. Et je suis parti faire sciences et médecine vétérinaire. J'ai fait mon doctorat, en fait, en 78. Et doctorat en sciences et médecine vétérinaire. Et je travaille déjà à Dara. Alors, donc, vous voyez, passer de Thiès à Kolda, de Kolda à Thiès et Kidira et Kaolack, et puis Dakar. Donc, ça veut dire que pour un fils de garde, c'était devenu la normale. Et je dois vous dire, avant de passer à un autre segment, que pour moi, ça a été une bénédiction. Parce que moi, j'ai toujours adoré là où j'allais. Je me suis toujours adapté aux situations. Alors, c'est peut-être aussi ça un cas une qualité peut-être, parce que ça n'a pas été la même chose pour tout le monde. Parce que déracinement, am na doomu garde yu bare seen jàng foofu la yàqoo quoi. Mais man, c'était vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Et je vous en dirai un peu plus. Parce que même Canada, bu ma laajee man doomi garde la. Doomi garde la, fu mu mënta dem, je trouve des merveilles. Voilà. Voilà, donc pour clore ce chapitre-là, c'est comme ça que j'ai fait, de la série classique à la série scientifique. Généralement, c'est l'inverse que les gens font, mais moi je l'ai fait. Et c'est pas parce que j'étais plus intelligent que d'autres, mais disons que j'avais la méthode pour travailler et aussi pour m'amuser. Voilà, merci beaucoup.
Machallah, Ibrahima Diallo. Vraiment un parcours atypique, comme vous dites, pour tout fils de garde. Donc les déplacements incessants. Mais comme vous dites, ça a été bénéfique pour vous, ça se voit. Quand vous dites que vous aimez la nature, je peux en dire quelque chose. La dernière fois quand on s'est parlé, vous étiez dans les Vosges, donc au milieu de la nature. Donc c'est une chose que vous aimez. Donc vous êtes devenu docteur vétérinaire, mais comment vous vous êtes retrouvé au Canada? Alors, moi j'ai fait mon doctorat en 78, mais disons pour expliquer l'autre parcours, côté du parcours, en 77 j'étais déjà envoyé à Dara Djolof comme directeur de centre par intérim. J'avais pas fait mon doctorat encore, j'étais en train de rédiger ma thèse. Et là-bas aussi, c'était une école incroyable parce que pour la première fois de ma vie, on demandait à un jeune qui avait à peine 25 ans de commander disons, un centre où il y avait plus de 110 employés. Alors ça, c'était aussi une autre université en quelque sorte parce qu'on apprend un peu à interagir avec les gens. Mais aussi, bon, après une fois que j'ai fait mon doctorat, on m'a envoyé en spécialisation en France, en nutrition animale. Alors, bu ma nekkee France nag foofu laa toog, donc j'ai fait la rencontre d'une personne, d'une Canadienne qui s'appelle Lise Gabourou Diallo, qui finira par être mon épouse. Et donc, je l'ai rencontrée là-bas. Et après ça, moi, j'ai fini mes études là-bas en 81 en France. Moi, je suis retourné au Sénégal. Et parce que je devais rentrer, bon, j'avais un poste, j'avais tout. Et je suis rentré, et puis Lise est restée à Paris. Mais elle est venue en vacances pour voir, parce que je lui disais, écoute, moi, quand je finis, je rentre dans mon pays. Il est venu au Sénégal, on a fait justement le Sénégal, on est allé à Kaolack, on a été à Dara Djolof, on est revenu à Dakar, et après ça, elle est repartie en France. Et moi, j'étais au Sénégal, et c'est pendant une séparation de quelque chose comme 4 mois, finalement, qu'on a décidé qu'on allait se marier. Donc moi, j'ai quitté le Sénégal et je suis parti à Paris. J'ai rencontré Lise, on a célébré des fiançailles là-bas, puis on est parti au Canada, on est venu se marier. Ses parents ne me connaissaient pas, ne m'avaient jamais vu. Et puis, bon, mais elles m'ont très très bien accueilli. Ça aussi, c'était un avantage pour moi, pour l'intégration. Et je me suis marié, et puis Lise et moi, elle a tout quitté, elle m'a suivi au Sénégal. Parce qu'elle faisait sa thèse à Paris, donc c'était plus facile de faire Dakar-Paris que de faire Montréal-Paris. Donc on est parti au Sénégal, on a vécu à Dara Djolof pendant 1 an et demi. Et elle faisait des va-et-vient entre Dakar et le Sénégal. Et c'est par la suite donc qu'elle attendait notre premier bébé au Sénégal. On était à Dara. Et elle est partie accoucher à l'hôpital, disons à une clinique à Dakar. Et donc sa mère est venue, sa mère était là la veille de l'accouchement. Et après ça, on a fait un baptême à Kaolack. D'ailleurs, je pense que j'ai envoyé une photo à Koumbadem, je pense, qui avait assisté. Puis apparemment qu'il y a d'autres personnes qui étaient là aussi. Donc on a fait un baptême à la sénégalaise. Et puis après ça, on est parti vivre à Dara. Et c'est par la suite que Lise est venue au Canada pour montrer ma fille qui s'appelle Anna Binta. Binta, c'est le nom de ma mère. Pour montrer ma fille à son père. Et pendant qu'elle était ici au Canada, donc elle est restée quelque chose comme 6 mois. Et moi, c'est pendant ce temps-là on lui a offert un poste à l'université. Donc elle m'a appelé pour me demander est-ce qu'elle devait le prendre. J'ai dit écoute, moi j'ai pas pris de congé depuis 4 ans. Je vais prendre mon congé et puis on va venir voir ça. Et en temps, j'avais déjà réglé les problèmes d'immigration et tout. Et quand moi je suis venu presque 6 mois plus tard, ma fille m'a regardé, ne me connaissait pas. Alors elle connaissait grand-papa, grand-maman, les oncles, les tantes, mais moi, Ibrahima, j'étais rien du tout. Et c'est ce regard posé sur moi qui voulait rien dire à ma fille, qui m'a dit Ibrahima, il va falloir prendre une décision. Je sais que le Sénégal m'avait tout donné.
Et aussi, on a donné la chance au Sénégal parce que mon épouse a vécu 2 ans à Dar Jolof. Et donc j'ai pensé, puis il y avait beaucoup de questions qui concernaient des coupures avec l'ISRA et tout ça. Bon, j'ai pris une décision. Je savais que c'est la décision la plus difficile de ma vie. Parce que c'était très très bien à Dar Jolof. J'ai publié, j'avais l'estime de tout le monde. Et je me suis dit, bon, j'ai pris une décision. Je suis reparti seul au Sénégal. Et là, j'ai présenté ma démission. Et c'est par la suite donc que je suis venu au Canada définitivement. Donc c'était en quelque sorte disons en décembre. En fait, je suis venu en mai 85 parce qu'en décembre 84 j'étais ici au Canada. Je suis retourné au Sénégal. J'ai fait ma démission et j'ai déposé ma démission et qui a fait beaucoup de bruit là-bas parce que les agents du centre étaient très attachés à moi et réciproquement. Et donc, je suis venu au Canada. Et voilà. Donc, c'est beaucoup plus par amour de 2 personnes, amour de mon épouse, évidemment, mais aussi amour de ma fille, qui a fait que j'ai dû faire un choix. Mais j'ai quitté le Sénégal, mais le Sénégal ne m'a pas quitté. Donc, c'est pour résumer très rapidement ma venue ici au Canada. Et quand je suis arrivé, il y avait ma femme faisait aussi son doctorat et j'ai eu un petit poste de laborantin à l'université de Saint-Boniface et donc je m'occupais un peu de faire un laboratoire pour la microbiologie, vu que j'étais vétérinaire. Mais en tant que vétérinaire, même si j'avais été médecin, avocat ou tout ce que vous voulez au Canada, vous savez que c'est des professions qui sont réglementées, mais je pouvais enseigner à l'université. Voilà. Et donc j'ai commencé j'avais juste un cours pendant les 2 semestres, après ça c'était terminé. Alors, donc j'ai fait ça et les étudiants ont adoré mon cours. Comme vous savez que les professeurs ils sont évalués par les étudiants et puis les gens ont vu que j'avais un excellent cursus, mais surtout que j'enseignais très 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 bien et ce qui fait qu'ils m'ont demandé de rester pour l'année suivante. Mais j'étais dans une situation non régulière comme professeur et je ne pouvais pas exercer comme médecin vétérinaire parce qu'il fallait passer à travers tout un processus extrêmement compliqué, très 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 sophistiqué. J'avais essayé, puis finalement je me suis dit peut-être que j'aime l'enseignement et c'est comme ça que j'ai fait virer dans l'enseignement. Décision très courageuse, Ibrahima Diallo. Donc le fait que votre fille ne vous ait pas reconnu a vraiment joué sur la balance et à juste raison. Donc une décision très courageuse qui vous a permis vraiment de vous établir comment dirais-je, au Canada. Passer l'intégration. Quand on va dans un pays où vous n'avez pas la même culture, les mêmes modes de vie, les mêmes habitudes, est-ce que l'intégration n'a pas été difficile pour vous? Merci, Mars. En fait, l'intégration n'a pas été difficile pour moi parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance que mon épouse était d'ici, mais j'ai aussi eu la chance de ce que j'ai vécu au Sénégal dans mon enfance. Il y a au moins 7 films, 7 documentaires qui parlent de mon intégration ici, Radio-Canada, TV5 et autres. Et j'ai toujours retourné à mon enfance. On aura certainement l'occasion de parler davantage de ce qu'on a vécu au Sénégal. Mais pour moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé évidemment à l'université en enseignant un cours. Après ça, on m'a donné une charge pleine pendant 3 ans. Et après ça, on dit, Ibrahima, on va te garder. Pourquoi? Parce que non seulement j'évoluais sur le plan de l'enseignement universitaire, mais aussi il faut comprendre qu'au Canada, les professeurs ont 3 activités, ont 3 fonctions. Il y a la fonction d'enseignement, les professeurs d'université, je parle de ces professeurs d'université, l'enseignement, la recherche et ce qu'ils appellent les services à la communauté. Donc il faut que les professeurs sortent de leur environnement, de leur tour d'ivoire, pour aller dans les communautés et faire autre chose, des choses qui n'ont parfois rien à voir avec les spécialisations. Par exemple, moi, je pouvais aller, par exemple, aller répondre dans une école parce qu'il y a un prof qui veut parler de l'Afrique. Alors, ils veulent qu'un Africain vienne leur parler. Et j'arrive dans une salle de classe, les gens me disent, des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique.
Alors, ceci fait partie de nos actions, mais aussi parallèlement à l'enseignement, je dois vous dire que j'ai aussi beaucoup œuvré dans la communauté francophone. Alors, le Manitoba, c'est une province canadienne qui est au centre du Canada. Si vous regardez le Canada, juste le milieu, on est le centre géographique. Nous, on vit à Winnipeg, où il y a une communauté francophone qui représente à peu près 4% de la population de la province. Alors, ce qui est majoritairement anglophone. Alors moi, j'étais tout de suite enseignant dans une université francophone, je me suis engagé et j'ai développé aussi beaucoup de relations avec la communauté, tant sur le plan scientifique que sur le plan juste de la langue. Par exemple, j'ai eu l'occasion de promouvoir l'enseignement scientifique au point qu'avec une compagnie de production, on a fait à peu près 26 documentaires scientifiques qui passaient à la télévision sur la faune de l'Ouest et du Grand Nord. Alors, la faune de l'Ouest et du Grand Nord, c'est quoi? Évidemment, c'est les bisons. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup les aventures avec Omar Nia et les autres. Et aussi, j'ai fait des documentaires sur le castor. J'ai fait des documentaires sur les belugas, c'est des baleines blanches dans le Nord, l'ours polaire, l'ours brun et le saumon. Alors, donc, ça a permis, en fait, à Ibrahima Diallo, venant du Sénégal, de s'intéresser à cette faune, justement, de par mon parcours. Et ça a été un succès phénoménal. Et aussi, j'écrivais beaucoup, j'avais beaucoup d'entrevues à la radio, à la télé. Alors, j'étais surexposé en quelque sorte, hein, sans le vouloir, évidemment. Mais ça a été quelque chose qui a permis aux gens de me connaître, en quelque sorte. Et je défendais aussi beaucoup la francophonie, au point que j'étais membre d'un conseil d'administration de la Société franco-manitobaine en 87-88 jusqu'en 89. Et j'étais président de cette organisation qui fait à peu près 50 000 membres de 2006 à 2011. Donc ça, c'est un élément, je pense, qui est très, très, très important. Il y en a même des articles qui sont sortis dans Jeune Afrique qui parlaient de cette percée-là. Moi, Africain, Sénégalais, je suis peut-être le premier Sénégalais d'Afrique subsaharienne à être ici, à venir au Manitoba. Et ça a été quelque chose. On m'entendait à la radio, on me voyait à la télé, on me lisait dans les journaux, ce qui fait que j'étais presque normalisé dans un certain sens. Et évidemment, quand tu arrives, pour répondre plus précisément à la question qui a été posée, pour t'intégrer, évidemment, ça prend un environnement. Ça prend un environnement, ça prend aussi beaucoup de l'individu qui veut s'intégrer, aussi ça prend la communauté qui veut intégrer l'individu. Donc c'est un parcours qui se fait dans les deux sens. Et aventurier comme j'ai été, si tu as vécu à Daradjolof, tu as vécu à Kolda, tu as vécu à Sénoudébou, évidemment, c'est plus facile pour moi de pouvoir m'intégrer dans la mesure où j'avais beaucoup d'affinités. Il y a plus de choses qui nous unissent en fait aux Franco-Manitobains qu'on ne le croit, aux Canadiens d'une manière générale. Parce que le Canada est un pays qui a été colonisé, occupé évidemment par des Français et des Anglais. Mais les premiers habitants du Canada, c'est les autochtones, ce sont les Indiens, comme on les appelait, hein, dans nos aventures, c'est ce qu'on lisait. Mais eux, c'est les premiers arrivés, et puis tout le monde est un immigrant au Canada. Tout le monde est un immigrant au Canada, à part les autochtones qui sont les premiers occupants de cette terre-là. Donc chacun vient de quelque part. Et dépendant évidemment de votre personnalité, dépendant de l'environnement, vous pouvez finalement arriver à donner, en donnant le meilleur de vous-même. Je pense que les gens, ils respectent ça. Les gens, ils respectent ton intelligence, les gens, ils respectent ton sens de l'écoute et aussi, ils savent que tu as des choses à apporter. Moi, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi, tant bien que mal, à m'intégrer ici. Évidemment, quand on est marié à une Canadienne, on peut aussi bénéficier d'une autre école à la maison ou ailleurs, où on vous montre un peu les codes que les gens utilisent pour, évidemment, qui sont différents d'un pays à l'autre, pour déchiffrer le non-verbal. Ça, c'est très, très, très important. Donc, moi, j'ai appris ça au point que j'étais même devenu une sorte de spécialiste. Parce qu'il faut dire qu'à un certain moment de mon enseignement, j'ai participé à un événement très, très, très important dans ma vie. C'est que le poste de doyen a été ouvert. C'était en 99, en 2000. Et il y a eu 8 candidats qui ont postulé.
Et moi, à un certain moment, les gens venaient me voir, Ibrahima, écoute, tu devrais postuler parce que je pense que c'est quelque chose que tu pourras faire. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'avais déjà administré quand j'étais à Daara Jolof, dans des conditions les plus difficiles. Donc, j'avais le sens de l'administration. Et j'ai fait ma demande, et sur les 8, finalement, c'est moi qui suis sorti du lot. Donc, j'étais le premier doyen africain dans l'Ouest canadien. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, de 2000 à 2010. Et ça a été des années aussi extrêmement prestigieuses pour moi et aussi pour la communauté, parce que les gens ne voyaient même pas ma couleur en tant que telle, mais on disait Ibrahima. Donc tu deviens une sorte de référence sans le vouloir, et tu deviens aussi un ambassadeur. Et c'est pendant que je faisais ces éléments-là que finalement je m'occupais de toutes les communautés, toutes les communautés africaines, parce qu'il n'y en avait pas assez. Et on avait fondé une association qui s'appelle l'Amicale de la francophonie multiculturelle. J'en ai été le président, j'étais à toutes les tribunes. Et donc j'étais l'ambassadeur des Africains francophones. Alors donc tout ça, ça fait partie un peu de ce que j'ai pu faire et qui a peut-être aussi créé des bases pour que les autres Africains aussi puissent y trouver leur place. Voilà, donc grosso modo. Et évidemment, en faisant des choses pour tout le monde et aussi en faisant des choses aussi pour le Sénégal, parce que j'avais aussi fait une tournée au Sénégal. J'ai visité au moins une bonne dizaine de lycées. Ça, c'était en 2002, pour ouvrir notre université à des Sénégalais. Et depuis lors, je pense, on a eu plus de 700 à 800 Sénégalais qui ont dû passer à travers l'université de Saint-Boniface. Donc, c'est moi qui suis parti semer la graine au Sénégal. Et je suis revenu, et depuis lors, donc, on a des Sénégalais qui viennent étudier dans notre université. Alors voilà, très très rapidement, ce que je pouvais vous dire sur ça. Évidemment, avec ce genre de présence dans ces milieux-là, et ça a aussi permis d'avoir des reconnaissances. Il y a beaucoup de reconnaissances. Par exemple, le Conseil supérieur de la langue française m'a donné l'ordre des francophones d'Amérique. J'ai aussi reçu d'autres éléments de reconnaissance, comme par exemple le jubilé de la reine d'Angleterre pour des services exceptionnels qui ont été rendus à la communauté. Et j'en passe, c'est vraiment des choses. Et à un certain moment aussi, j'ai aussi été nommé consul honoraire du Sénégal à Winnipeg, parce que je faisais des choses pour les Sénégalais et j'allais à l'ambassade aussi pour aider l'ambassade aussi à régler des choses. Alors grosso modo, c'est ça. Quand on parle d'intégration, on fait le meilleur de soi-même et on ne se fait pas de barrière et on essaie de comprendre l'autre. C'est comme si au Sénégal, quelqu'un venait là-bas et dit intégralement. On va lui demander, mais qui êtes-vous? Eh bien, c'est la même chose au Canada. Et je pense que sans vouloir aller dans des détails, disons que moi, mon intégration a été beaucoup facilitée par cette expérience que j'ai eue dans mon passé, dans mon enfance, et qui m'a permis vraiment de pouvoir évoluer. Maintenant, tout le monde dit qu'on va suivre les traces d'Ibrahima. Je dis, moi, en fait, je ne suis pas l'arbre qui doit cacher la forêt. Il y a une forêt de talent. Et moi, j'ai mis la barre très bas et c'est aux autres de sauter. Et ça se fait. Je pense que je voudrais vraiment que les gens soient en confiance et se sentent comme étant investis d'une sorte de mission, c'est de donner le meilleur exemple possible de l'Afrique et des Africains. C'est comme ça qu'on peut laisser la place à d'autres. Voilà. Merci. Premier doyen ouest-africain, sans parler des distinctions honorifiques. Ibrahima Diallo, vous dites que vous avez porté la barre trop basse, mais la barre elle est trop haute. Il n'est pas facile d'être comme un Ibrahima Diallo. Je vous encourage vraiment. Donc, on avance un peu. Le Canada est un pays bilingue. On parle là-bas les deux langues officielles, c'est l'anglais et le français. Pourquoi, comment dirais-je, parler les Anglais, la langue anglaise est plus parlée au Canada que la langue française? Pourquoi ça? Pourquoi la langue anglaise est plus parlée par la langue française? Bon, le Canada a été colonisé par les Français et les Anglais, mais au cours de l'histoire, il y a quand même eu beaucoup de transformations qui ont fait que les Anglais ont pris le contrôle. Disons que si tu prends les provinces, les 10 provinces canadiennes,
c'est au Canada, par exemple, c'est au Québec. Au Québec, les francophones sont majoritaires. Mais dans le reste du Canada, il y avait des communautés francophones, mais ils ont été plus ou moins noyautés par des immigrants qui venaient d'ailleurs. Par exemple, qui venaient d'Angleterre, c'est sûr, mais aussi qui venaient de d'autres pays, comme par exemple des Allemands, des Ukrainiens, des Philippinos. Toutes ces communautés-là qui venaient de l'Europe aussi, quand elles venaient, elles s'intégraient dans la communauté anglophone. Et si je prends le cas du Manitoba, qui avait dans les années 1870, quand le Manitoba est rentré dans la Confédération, il y avait une majorité de francophones. Mais il y a eu beaucoup de problèmes entre les francophones et les anglophones, comme les guerres en Europe aussi se sont répercutées ici, entre anglais et français. Et par conséquent, il y a eu, grâce aux aléas de l'histoire, les Anglais ont supprimé la langue anglaise comme la langue française plutôt comme langue d'enseignement. Et donc les francophones ont perdu des droits. C'est par la suite, maintenant, avec des batailles juridiques et autres, que le français a été reconnu par la Cour suprême du Canada. Et actuellement, ils représentent 4,3% de la population, mais ils ont des droits comme tout le monde. Ils ont des écoles, ils ont des hôpitaux, ils ont des universités. Alors donc c'est très 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 important de signaler ça. Voilà. Donc je voulais aussi apporter une petite précision parce que quand on parle de mon intégration ici, moi quand je suis venu ici, évidemment j'ai par la suite avec les fermetures d'universités au Sénégal, les années blanches comme on disait, j'ai fait venir Opa que vous connaissez bien, qui était présent. D'ailleurs c'est grâce à lui qui m'a encouragé à participer à tout ça. Opa Diallo, on l'appelle Mamadou, qui est né à Kidira. Après ça, il y a son frère Souleymane Diallo qui est venu en 91. Opa est venu en 87, Souleymane en 91. Et après ça, maintenant, c'est Seydou Diallo qui est l'homonyme de Seydou Dem, le père, une de nos amies aussi, qui est là. Donc, j'ai aussi une famille ici et une famille là-bas. Donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aussi qui a été une préoccupation pour moi, d'être avec des membres de la famille. Alors, donc, pour les francophones et les anglophones, évidemment, le Canada est bilingue. C'est pour ça que le Canada, en tant que pays, appartient au Commonwealth anglais, mais aussi appartient à la francophonie. Et les enfants, surtout si tu vis en milieu minoritaire, comme on appelle ça ici, si tu vis en situation minoritaire où la majorité est anglophone, tu vas parler l'anglais que tu le veuilles ou non. C'est comme chez nous, là, j'entends tous de Halpulaar quand ils parlent le Wolof, c'est incroyable. Hein? Avant, les gens ne parlaient pas le Wolof comme ça. Ma mère n'a jamais parlé Wolof. Mais si tu t'amuses dans la langue de la majorité, tu vas la parler. Et ici, nos enfants sont bilingues, ils parlent le français et l'anglais. Et j'ai mon petit-fils qui s'appelle Samba, c'est le fils à Anna Binta. Il est bilingue, il a 3 ans. Donc c'est comme chez nous, vous faites que dans les faux, tous les Halpulaar vont parler le français. Même les Diola vont parler Wolof. Même les Diola parlent maintenant le Wolof, n'est-ce pas? Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Et moi, avec le recul, je me suis toujours dit, mais au Sénégal, de voir des Halpulaar qui ne parlent plus le pulaar. Ils vivent au Sénégal. Alors donc c'est quand on perd une... Ibrahima, il y a une chose qui m'étonne un peu. Le français canadien là n'est pas le même avec le français comme européen, comme France, comme la France. Vous pouvez vous parler sans vous entendre. Il y a des mots qui sonnent différemment. Ça m'étonne un peu là. Pourquoi ça aussi? Ce sont tous des Français, mais c'est pas le même français. Oui. Bon, on dit que c'est pas le même français, mais au fond, le vrai français, c'est les Canadiens qui le parlent, parce que c'est le français du 16e, 17e siècle qu'ils utilisent, parce que les premiers colons, c'est des colons français qui ont quitté la France, qui sont venus ici. Donc ça, c'est le vrai français. Le vieux et le vrai, disons l'original. En France, il y a eu beaucoup d'évolution, alors qu'ici, ils sont restés beaucoup plus proches du français originel. Alors, il y a des accents, et puis souvent il y a des gens qui disent « Ah oui, ces gens-là, ils parlent comme les Normands », il y en a d'autres qui parlent comme les Bretons, d'autres qui parlent comme des Savoyards, parce que aussi, c'est des gens qui venaient de ces régions de la France qui sont colonisés aussi le Canada.
C'est comme aussi si tu regardes un peu chez nous le pulaar, bon, tu regardes le peul du Fouladou, il parle un pulaar différent des peuls du Ferlo. Mais ils se comprennent tous. Actuellement, tu entends des gens qui parlent, qui utilisent par exemple une syntaxe, un mot qui est au féminin, alors tout le monde dit mais non, ce mot-là il est masculin, mais tu regardes, on dit dans le vieux français, il était de tel genre. Alors donc c'est un peu ça qui fait aussi l'originalité du français canadien. Mais c'est des questions d'accent aussi, parce que l'accent canadien est très très différent. Quand je dis accent canadien, les Français du Canada, le québécois est très différent du manitobain. Parce qu'au Québec, ils sont majoritaires, mais ils ont aussi des langues, ils peuvent te parler en français, mais tu peux ne rien comprendre dedans. Il y a ce qu'ils appellent, disons, le chiac, hein? Le joual plutôt, c'est qui est une langue qui proviendrait du 16e, du 17e siècle. Tu pourras rien comprendre. Et à côté, il y a évidemment une langue beaucoup plus classique que les gens peuvent utiliser. Mais c'est ça aussi qui fait la grande richesse au Canada, c'est de voir cette diversité, disons, de communautés, de populations. Même si l'anglais et le français sont les deux langues officielles, je pense aussi que c'est très 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 important de voir qu'il y a une multitude de langues qui se parlent au Canada. Et le Canada a misé sur le multiculturalisme et le bilinguisme. Donc c'est vraiment à l'opposé des Américains qui pour eux c'est le melting pot. D'où tu peux venir à travers le monde, tu viens aux États-Unis, tu es broyé dans un blender là qui te dit bon tu es américain, donc tu vas parler l'anglais. Et c'est pour cela qu'ils ont beaucoup de problèmes parce que comme les anglophones sont de plus en plus minorisés aux États-Unis, ils voient la montée des hispaniques, des latinos. C'est ça qui fait peur. Alors qu'ici, nous, tu viens, non, écoute, tu peux être latino, mais voilà, il y a deux langues officielles, donc tu vas en apprendre une autre. Et souvent, on dit que quand tu apprends une deuxième langue, c'est plus facile d'en apprendre une troisième. Et on reconnaît tout ça, et ce qui est important, c'est le fait qu'on ne puisse pas t'enlever ce que tu étais avant. Donc, la question de la langue, c'est une question qui est très, très, très importante. Les francophones d'ici sont très fiers de leur langue. Et maintenant, il y a de plus en plus d'anglophones aussi qui apprennent le français. On appelle ça des écoles d'immersion. Au Manitoba, il y a 5000 élèves qui sont dans la division des francophones, là, on appelle ça la division scolaire franco-manitobaine. Mais il y a plus de 25 000 anglophones qui étudient le français. Alors donc, ça veut dire que si tu parles l'autre langue aussi, c'est très important. Évidemment, ils vont parler le français avec leur accent. Et c'est ça qui est beau, de pouvoir prendre les accents de tous les pays et de des gens qui viennent de partout. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, les peuls du Fouladou, moi je comprenais ça quand ils parlaient. Et je voyais que c'est très différent du pulaar de chez nous, de la région du fleuve, qui ont aussi un pulaar très différent, un peu différent du pulaar des Bundunké. À Kidira, ils parlent un pulaar un peu différent. Évidemment, la base est là, mais c'est des intonations différentes. Et les peuls du Djeri, les peuls du Jolof ont aussi un pulaar et des accents qui sont différents. Alors, donc, c'est juste ça, c'est que c'est une variété qui fait que, bon, les gens ne sont peut-être pas toujours habitués. En France, ils ont tout normalisé, ils ont normalisé la langue, parce qu'en France, il y avait des Bretons, il y avait des Savoyards, il y avait des Normands, et tout le monde avait sa langue, mais ils ont tout gommé pour que ce soit le français classique, n'est-ce pas, le français de base, comme ils disent là, qui doit être enseigné partout. Même le français, quand ils viennent ici, vous avez raison, ils sont un peu dépaysés parce que c'est une langue, ça les déstabilise un peu, mais c'est ça le Canada. La vraie langue, là, le français de base, là, qui n'a pas beaucoup évolué, c'est ici qu'on le trouve. Et qui s'est enrichi aussi de mots anglais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour répondre à ta question précisément. Merci. Merci, Ibrahima. Nous arrivons à la fin de ce chapitre. Il y a tellement de choses à dire là. Je crois que on ferait bien d'attendre pour une prochaine fois. Mais je crois que pour une dernière question sur ce chapitre, le Canada est un partenaire de longue date du Sénégal
avec des investissements consacrés à l'aide publique au développement, le Canada joue un rôle important dans les efforts de réduction de la pauvreté au Sénégal. Le Canada considère le Sénégal comme un partenaire fiable et central au sein des institutions internationales. Le Sénégal appuie aussi la mise en œuvre du Sénégal émergent. Ce programme-là du Sénégal émergent, qu'est-ce que vous m'en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Ce programme de l'État sénégalais, le Sénégal émergent. Ce programme-là, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, là vous m'entraînez sur le terrain politique, le programme Sénégal émergent. Moi, j'ai cette tendance à dire que si chaque président avait un plan et qu'il le mette à exécution, aujourd'hui on serait à des années-lumière de là où on est. Parce que c'est très 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 important que durant un mandat, un plan, tu peux le mettre en action. Et le fait d'abord de penser à des infrastructures, ce qui manque en Afrique, ce sont des infrastructures. Que tu puisses maîtriser l'eau et l'électricité. Je pense que ça, ce sont des éléments très 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 importants. Et que tu puisses aussi, évidemment, mettre le paquet sur l'éducation. Parce que je sais qu'au Sénégal, l'éducation publique s'est détériorée. Alors que de mon temps, il fallait aller dans les écoles publiques qui étaient meilleures que les écoles privées. Il n'y avait que les gens qui échouaient qu'on amenait à l'école privée. Maintenant, c'est l'inverse. Et même les universités sont privées maintenant. Alors, c'est très, très, très important. Je souhaiterais à tout président sénégalais de réussir. Que je sois de son parti ou non. Parce que la réussite d'un président, c'est la réussite d'un pays. C'est très, très important de voir les choses selon cette perspective. Bon, il y a plein de réalisations. D'ailleurs, je vois le changement quand je vais au Sénégal. J'étais au Sénégal au mois de juillet passé. Et j'ai vu, par exemple, au niveau de certaines infrastructures comme la route. J'étais jusqu'à Kaolack. En 2003, j'étais parti au Sénégal avec ma famille, avec mes enfants. J'ai 3 enfants, Anna Binta, Aïcha et puis aussi Jean Bokar qui porte le nom de mon père. Ça nous a pris 7 heures de temps pour aller entre Mbour et Kaolack. Alors aujourd'hui, on le fait d'une seule traite. Alors donc, je pense qu'il y a des acquis et évidemment, je vois aussi que de plus en plus que les gens s'intéressent à l'agriculture et à l'élevage et que les jeunes veulent retourner à la terre. Mais il faut avoir évidemment des moyens et si ces moyens-là, en particulier la maîtrise de l'eau et de l'électricité sont assurés, mais les gens n'ont plus besoin de venir à Dakar. Moi, j'ai toujours dit ça aux mariniers. Je dis, mais qu'est-ce que vous... Dakar, c'est une boîte de pétri, là. Hein? Dakar ne peut pas croître. Et donc, je pense que l'intérêt du pays est beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleur. Comme moi, j'ai fait la brousse, donc je sais de quoi je parle. Et par conséquent, je pense que Dakar va se décentraliser. Bon, ils ont commencé avec Diamniadio, même s'ils n'ont pas été assez loin. Thiès aussi est un élément. Mbour, tout ça. Moi, je dis, si le Sénégal, vous mettez une goutte d'eau partout là, vous allez voir comment le Sénégal va prospérer. Donc, c'est vraiment sur ces considérations-là que moi, je vois les plans des différents présidents. Mettez-les à exécution. Mettez-les à exécution. Le désenclavement de la Casamance, pour moi aussi, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce fameux pont là, sur la Gambie là, hein, les gens qui habitent Bignona, Kolda, Seyou et tout ça, ils savent le calvaire. Maintenant, s'il y a un pont, ça permet au moins, de renouer avec la Casamance. Moi, je suis Foutanké du Nord, parce que c'est mon père qui est là-bas, mais je suis né en Casamance et je sais ce que les Casacés ont souffert. Pour aller de Kolda à comment dirais-je, à Mbumba, il fallait prendre des taxis-brousses, là, de Kolda à Tambacounda. De Tambacounda, tu prenais le train. Maintenant, apparemment, il n'y a même plus de train. Tu allais jusqu'à Thiès, Saint-Louis, et là, tu prenais le Bouel Mogdad pour l'aéroport d'Or. Alors, donc, infrastructure, c'est très, très, très important. Eau et électricité, c'est très, 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 très important. Évidemment, la santé, c'est à la base aussi. Hein, c'est très, très, très important. Et l'éducation. On devrait penser à ces différents secteurs. Et je pense que ça permettra à un président qui a terminé son mandat, parce que tu ne peux pas terminer tout le travail, c'est colossal, de passer le flambeau. Tu passes le flambeau et le prochain président va bâtir sur ce que tu as bâti. Alors c'est comme ça que je pense qu'on peut avancer au Sénégal. On ne peut pas souhaiter à un président d'échouer. Hein? Ça, j'entends souvent les Sénégalais qui disent ça, mais l'échec d'un président n'est jamais bon pour un pays. Et par conséquent, ça se fait par étape, mais que ce soit bien clair
que les gens sachent dans quelle direction qu'ils vont aller. Bon, des fois, il y a des gens qui disent que c'est des dépenses somptuaires, mais pourvu que ce soit des dépenses qui pérennisent des acquis, n'est-ce pas? Et qu'on entretienne aussi ces infrastructures-là, parce que c'est très très important la question d'entretien. Et ça doit entrer dans notre culture. La question des déchets, par exemple. Quand tu viens au Sénégal, souvent, c'est une des choses que les gens regardent. Moi, j'ai fait venir, je pense que c'était en 2016, je crois, à peu près 120 congressistes, parce que c'est Lise, mon épouse, qui faisait un congrès, je leur avais trouvé une place. Ils ont adoré le Sénégal, mais ils disent, Ibrahima, comme votre pays est sale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les Sénégalais devraient penser. Moi, je voyais tous ces déchets-là comme étant une aubaine, parce que j'ai dit, si on les récupérait, on pourrait en faire de l'énergie. On pourrait faire de l'électricité avec ça. On pourrait même dessaler de l'eau de mer. Alors, j'avais un projet que j'avais amené, mais on ne sait plus où est-ce que c'est. Mais en tout cas, ce sont des choses que moi, étant de l'extérieur, je pense toujours à ce qui se passe dans mon pays. Et je pense aussi à la façon de faire. Je pense que ça, c'est très, très, très important. Alors, je ne sais pas si je vais m'arrêter là, mais si vous allez arrêter l'émission. Mais moi, je voulais beaucoup parler du camp des gardes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé. J'ai beaucoup d'amitié et j'aurais aimé parler de mon expérience dans ces camps de garde, dans ces camps de garde, et en particulier dans le camp de garde de Kaolack, parce que c'est là-bas qu'on a grandi. Donc, on a atteint la puberté à Kaolack, et on a été aussi dans une ère d'éclosion, si vous voulez, sur le plan musical, sur le plan des idées, n'est-ce pas? Et je pense que ça vaut tout un détour. Je suis prêt à revenir vraiment pour parler de mes amis, des gens que j'ai connus, des gens qui m'ont marqué, et de les remercier évidemment. Les Marième Fall, les Yandé Sarr, Babacar Diouf, les Omar Niang, Sékou Touré, son excellence Amadou Deme. J'ai tellement de choses à dire sur ces gens-là que je pense que Mas, tu vas devoir me faire revenir un jour. Voilà. Ne vous en faites pas, M. Diallo, on va en revenir de long en large. J'avais noté 2 questions que j'avais oubliées. La première, est-ce que vous faites de la politique? Quand je dis vous faites de la politique, ça vous adhérez à un parti politique, je veux dire. La deuxième question, est-ce que vous pensez revenir un jour au pays? Parce que des personnalités comme vous, le pays en a vraiment besoin. Est-ce que vous pensez vraiment revenir un jour au pays? C'est bientôt le crépuscule, donc après on fait une pause de 10 minutes, le temps de prier, puis on revient dans le dernier chapitre, la vie du camp. Je sais que beaucoup de gens attendent ce chapitre-là, qui semble être vraiment, qui doit être très passionnant. À tout à l'heure. Alors, est-ce que je fais de la politique? J'aime en parler. Moi, j'ai jamais milité dans un parti quand j'étais au Sénégal. Et quand je suis venu ici, je pense que c'est par la suite qu'Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir. J'ai jamais milité. Et j'ai voté pour Wade pour faire partie de Diouf, parce que le Sénégal est dans l'immobilisme. Même du temps de Senghor, je n'étais pas toujours très d'accord avec les actions de ses priorités, parce que Senghor parlait beaucoup plus de culture que d'agriculture. Et Diouf qui l'a succédé, c'était l'immobilisme complet. Et puis bon, il y a eu l'alternance. Et puis là, on a vu toute la révolution qui est au Sénégal. Tous les chantiers qui sortaient, bon, ça a été aussi, il y a un petit côté aussi, peut-être pas toujours très planifié là, mais ça a fait bousculer des choses. Et lui aussi, il a fait son temps, et puis un autre est arrivé. Moi, je soutiendrai toujours le président qui est élu. Voilà. Je pense que c'est très 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 important pour qu'il réussisse. Et en l'occurrence, actuellement, c'est le président Sall. J'aimerais bien qu'il réussisse tout ce qu'il a mis en chantier. Alors, oui, je milite. Pour la première fois, j'ai acheté une carte. Je milite évidemment pour le parti qui est là actuellement. Je souhaite qu'il réussisse à établir tout ce qui peut contribuer à améliorer le sort des Sénégalais. Est-ce que je vais revenir un jour? Pour l'instant, je suis encore là et je fais tout. C'est pas pour rien que je suis consul honoraire, pour amener des investissements au Sénégal. Et aussi voir des gens qui veulent investir au Sénégal. Justement, hier, je parlais avec un groupe, le COGAD, là, qui est un groupe
international sénégalais qui veut que tous les membres de la diaspora se mettent ensemble. Et d'ailleurs, ils veulent me coopter dans le bureau du Canada. Mais je pense que c'est très très important qu'il y a la présence physique sur le terrain, mais aussi à ce que l'on peut faire à distance. Et c'est là aussi la clé du succès. Parce qu'avec tous les contacts qu'on a ici, je pense que c'est très 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 important qu'on arrive aussi à amener des investisseurs en Afrique. Et nous serons justement ces traits d'union qui peuvent faire ce lien-là. Mais sinon, je viens au Sénégal une fois tous les 2 ans, 1 ou 2 ans. Et malheureusement, les séjours sont très brefs. Mais j'ai été là-bas avec toute ma famille. Je pense que tous mes enfants et leurs maris sont venus au Sénégal. Ils ont vu le pays, ils ont adoré. Et pour l'instant, évidemment, il y a Opa qui est là-bas. Opa, il fait le va-et-vient. Il est très bien implanté. Il a quand même une vision dont j'ai parlé hier, justement, lors d'une conférence. Et c'est très, très encourageant de voir que, il y a du suivi qui se fait. C'était ça mon rêve. C'est de donner la chance aux gens de pouvoir faire quelque chose. Et je pense qu'en tout cas, en ce qui concerne Opa, il a tracé la bonne voie. Et j'espère que les autres vont pouvoir la suivre. Voilà. Merci. Nous souhaitons une bonne réussite à Opa, votre frère. Donc, nous bouclons ce chapitre. Nous allons terminer dans le grand chapitre qui est la vie du camp. Donc, beaucoup de gens attendent. Mais avant de commencer, je vais vous montrer une photo. Vous allez essayer de voir qui est dans cette photo-là. Vous voyez cette photo-là, Ibrahima? Photo bi moom war na laa jox souvenir bu rëy. Seen club loon d'enfance temps yooyu yéen a ngi def ay CM2 ñi CM2 ñi 6e secondaire. Donc foog naa war ngeen leen a xàmmee nga leen normalement. Donc ça doit réveiller en vous beaucoup de souvenirs. Alors, oui, Mas, merci beaucoup. Oui, ça c'est une photo, je peux dire, mémorable. Et c'est une photo qui vaut le détour. Je pense que c'est une photo qui date de 1967. Au premier rang, il y a Malang Diatta assis. Il est appuyé sur lui, il y a Sékou Touré. Et moi, je suis à la gauche de Malang Diatta. Et puis après ça, derrière Sékou qui s'appuie sur Malang, il y a Pape Diallo, il y a le quoi. Pape Diallo, Pape Ousmane Diallo, et puis il y a Moussaou, Mom Tam Gagnouna, puis il y a Famara Goudiaby, Mom Tam Gagnouna. Alors c'est vraiment des gens extraordinaires. Il y a Mamadou Niass qui est à la gauche de Famara, et en arrière-plan, il y a Souleymane Fofana, et puis il y a Omar Niang. Alors je dois dire que toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui m'ont profondément marqué. On avait une très 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 bonne amitié. C'était notre club. Et vous voyez, on était en avance, on avait déjà des bouts pointus. J'ai d'autres photos que je pourrais vous montrer plus tard, mais c'est avec des têtes de nègres, comme on disait à l'époque. Et j'avais des afros, il y avait toutes sortes de choses, je pense que c'est très très important. Alors le camp de garde a été pour nous un creuset. Une fois pour nous commencer hier touti. Et puis on pouvait allier, on pouvait s'amuser, on pouvait étudier. Et cette photo, moi je l'ai eue grâce à Raki, ma grande sœur, parce que Raki, depuis 1964-65, elle avait un album. Album la jël, faut la dougaler, toutes les photos qu'elle prenait, faut que la dougaler. Moi, la photo a été préservée. Et il y a que Souleymane Fofana qui avait un exemplaire, et je pense Moussaou. Et moi, quand je suis venu ici au Canada, au Sénégal, j'ai pris la photo, je l'ai agrandie. Je pense que Couture doit même avoir un poster chez lui, aux Almadies. Alors voilà, donc c'est une photo extraordinaire parce que nous étions des membres unis par une amitié, je pense, sans faille. Et je pense chaque fois qu'on se rencontre, qu'on regarde la photo, on a des larmes aux yeux. Moi, je l'ai ici dans mon salon. Et les gens qui passent, qui me regardent ça, mais Ibrahima, mais tu es dans cette photo-là? Je dis oui, je suis dans cette photo-là. Et la plupart des gens qui regardent la photo finissent par me reconnaître. On dansait beaucoup, et ça, vraiment, c'est tout un volet sur lequel j'aurais aimé revenir. Peut-être ça va être la prochaine fois. J'ai encore toute une collection de disques qui sont extraordinaires, qui me rappellent toujours le Sénégal et le camp de garde.
par exemple Bi, voilà, Mariam Fall xam na ko. Et puis il y a d'autres, hein. Et c'est ça aussi qui fait que le camp de garde a été quelque chose de vraiment formateur, très formateur. Et moi je pense qu'on a eu une enfance très heureuse. On a bercé dans l'amour, dans les relations, dans les amitiés. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important et que les gens ne devraient pas oublier. Moi, en tout cas, j'ai pas oublié. Le plus je vieillis, le plus je retourne à mon enfance. Et à tous ceux et celles qui m'ont marqué. Alors, je pense que c'est important. J'aurais pu vous parler sur chacune de ces personnes-là, ce qu'elle m'a enseigné, ce qu'elle m'a apporté. Et quand je regarde en arrière-plan, Souleymane Fofana, avec son grand frère Moussa Fofana, qui était mon mentor. Moussa Fofana, il disait toujours que je devais servir d'exemple. Omar Nia, même chose. S'il y a une personne qui me connaît bien, c'est bien lui. Pendant plus de 4 ans, Omar Nia et moi, on passait la nuit dans le même lit. À Kaolack, on était dans le même lit. On allait à Linguère, on était dans le même lit, parce que ses parents ont travaillé là-bas. Alors, je le remercie beaucoup du fond du cœur. Omar, sa famille, Fatima Nia, et puis sans oublier aussi, il y a le feu Badaragna qui était, quand Omar avait voyagé en Algérie, c'était moi qui l'avais remplacé en quelque sorte, Ousmane Nia et tout le monde. Et aussi, je pense que c'est très important de parler de Moussa Fofana aussi, qui était un mentor à moi. Et ces gens-là ont eu beaucoup d'influence sur nous. Et nous faisions le mieux qu'on pouvait. On pouvait s'amuser, mais aussi on pouvait étudier. Je pense que c'est ça aussi qui parfois pour certains est incompatible, mais lolo quoi. Et puis bon, j'ai aussi eu beaucoup d'amitié là-bas. J'ai parlé de Mariam Fall, j'ai parlé aussi de Yandé Sarr. Et Yandé, d'ailleurs, je dois dire quelques mots là-dessus parce que Yandé, je sais pas si elle le sait, mais son homonyme, Yandé Faye, moi je la connais parce moi j'étais à Kolda, j'avais peut-être 5-6 ans. Mais Yandé Faye, c'est la seule Yandé que je connaissais. Yandé Faye, c'est la maman à Wagan. Wagan Faye. Il y avait Wagan, il y avait Wali, puis il y avait un autre qui s'appelait Amdi Faye. Un gars qui était en avance sur son temps. Vraiment. Et j'espère qu'ils se portent bien. Et puis, évidemment, Malan Diatta, que j'ai vu à Louga une fois quand je suis descendu là-bas. Et aussi c'est des amis quoi. Moi je pense que tout ça c'est d'excellents amis. Et après 50 ans, je pense que le cœur y est. Et c'est quelque chose qui me ramène toujours en arrière et pour laquelle je suis très 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 fier d'avoir connu ce monde-là, d'avoir gardé ces amitiés-là et d'avoir gardé surtout d'excellents souvenirs de tout ce que nous avons fait. Et ñoom nag maa leen di baal ak ngeen baal ma ak parce que quand on est jeune, on fait des choses et puis bon. On se construit comme ça, on construit son identité, mais toujours que ça se passe dans le respect. Et ce qui me rappelle aussi beaucoup le Sénégal, il y a 2 choses, je pense, importantes. C'est la musique, mais aussi c'était les aventures qu'on lisait, qui nous transportaient hors de l'Afrique. Les Blek, les Zagor, et tout ça là, c'est des choses qui m'ont... Bon, j'ai toute une collection ici. Et puis il y a la musique, évidemment, vous entendez en arrière-plan. Des éléments que j'ai retrouvés. Voilà. Yooyu yëpp dama leen retrouver pour les mettre, pour retourner un peu à cet univers africain. J'ai beaucoup d'anecdotes sur chacune de ces personnes-là, en particulier sur Omar Nia, mais comme le temps presse, je vais laisser passer. Mais Omar Nia ak Sékou ñoom dañ daan yéegi garab. Ils montaient sur des arbres pour aller voir des films à Rex, cinéma Rex. Xam nga Rex à Kaolack. Ñoom ils voyaient tous les films possibles. Et un jour, quelqu'un a lancé une pierre et les propriétaires, les habitants disons des cases voisines, ils se sont sortis, mais ils ont dégringolé le baobab. C'est un immense baobab. Moi, je ne pouvais pas monter un baobab, mais Omar xam na li ma koy wax. Voilà. Alors ça, c'est des petits casse-coups de jeunesse, mais c'est très 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 important. Et évidemment, les amitiés aussi avec les autres personnes, c'est tout aussi important. Mais en tout cas, je vais vous parce que je sais que le temps presse et il y a énormément de choses à dire, mais on va garder le contact. Et puis, comme ça, de temps en temps, je vais poster des choses, je vais poster aussi des photos. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Djerengen Diouf.
Vraiment, j'étais très honoré de pouvoir sortir des choses qui étaient là, qui ne sommeillaient pas, mais qui sont toujours ravivées, évidemment, avec ce qu'on a laissé derrière nous, mais qui fait partie intégrante de ce que nous sommes. Alors, je pense que ça, c'est très important. Et j'ai raconté plein de choses ici, dans toutes sortes d'émissions, pour dire que moi, ce que je suis aujourd'hui est en fait le reflet de ce que j'ai vécu avec vous autres. Donc, dans les camps de garde, avec nos parents, la multiculturalité, il y avait le Diola à côté, le Mankagne de l'autre côté, le Toucouleur, le Bambara, le Sos, il y avait tout ça. Nous, on a vécu tout ça dans cette ambiance-là. Et je pense qu'il faut valoriser ça. Il faut qu'on soit en mesure de le valoriser et de voir une richesse culturelle. Quand j'entends Yann Sarr parler le Pulaar, je me dis, mais qui Hold Djangi Pulaar. Je suis toujours surpris d'entendre des gens qui parlent une langue ou une autre. Penda Bolo n'a jamais parlé le Pulaar. Penda Bolo n'a jamais parlé plutôt le Wolof. Mais là, j'entends Penda Bolo qui parle le Wolof. On dirait mon feuille, vraiment, mi ultimo. Voilà. À bientôt, hein. Merci.